Bienvenue dans Confidence d'entrepreneur. Ici, on vous dévoile de l'intérieur ce qu'un entrepreneur traverse lors d'une opération marquante de son parcours. Je suis Thomas Fertin, entrepreneur et surtout conseiller en stratégie financière depuis près de 10 ans. Je dirige le cabinet Conseil, Finance et Transmission, cabinet de fusion-acquisition basé à Bordeaux. J'ai eu la chance, au cours de mon parcours, de rencontrer des centaines de chefs d'entreprise avec des histoires et des itinéraires incroyables. Et j'ai ressenti le besoin de créer ce podcast afin de pouvoir les mettre en lumière. Dans ce podcast, on désacralise le mythe de l'entrepreneur à succès. La vie d'un entrepreneur, c'est souvent des réussites et des moments de satisfaction, mais il ne faut pas oublier qu'aussi, chacun d'entre nous traverse parfois des moments de crainte ou de difficulté. Chaque mois, je vous plonge au cœur du récit d'un invité qui nous raconte son parcours à travers une opération marquante. Cela peut être une vente, une acquisition, une association ou même l'ouverture d'une procédure collective. L'objectif sera de comprendre le contexte, la stratégie et la construction de cette opération, tout en se mettant dans la peau du dirigeant pour mieux saisir ce qu'il a vécu. Une dernière chose, au début de cet enregistrement, nous avons eu un problème avec le son du micro d'Antoine. Le grésillement que vous allez entendre s'amenuise au fur et à mesure pour finir par disparaître. Comme nous avons à cœur de vous proposer un contenu de qualité, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée et vous souhaitons un bel épisode. Aujourd'hui, pour ce 3e épisode, je vous présente Antoine Garnaud qui, après des études de photographie et un poste de manager en communication dans des grands groupes à Paris, a décidé de racheter une première puis plusieurs entreprises afin de créer un groupe de retail en région. Je tiens à remercier Antoine pour son accueil chez lui, pour le temps qu'il nous a accordé, également l'agence César33 pour nous aider de manière technique sur ce podcast, et enfin les équipes de Conseil, Finance et Transmission qui portent ce projet. Bonjour Antoine. Bonjour Thomas. Merci de nous accueillir chez toi. Aucun souci, avec plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît, pour nos auditeurs ? Alors, je suis Antoine Garnaud, j'ai 42 ans, je suis marié avec Agnès, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille, et au niveau travail, je suis entrepreneur, commerçant, investisseur, voilà, tout ça dans ce domaine-là. Super. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours jusqu'à le rachat de ta première société ? Donc moi, je suis né à Barbezieux, en Charente. J'ai fait mes études, j'ai été jusqu'au bac, jusqu'à mes 18 ans à Angoulême. Après, je suis parti à Paris faire des études de photographie, parce que mon rêve, c'était de devenir photographe. Et donc le marché de la photographie bougeait quand même pas mal, donc j'ai monté une boîte dans la communication. Et après, j'ai trouvé des boulots dans le salariat à Paris. J'y suis resté 16 ans, tout à Paris, avec une petite pause aux États-Unis pendant 6 mois. Et après, je suis revenu à Angoulême. Ok. Du coup, tu as été salarié combien de temps ? Tu étais dans une agence de communication, ça ? J'ai créé l'agence de communication en 2004. En fait, à la fin de mes études de photographie en 2003, le numérique arrive. Ça chamboule tout le marché. Mais ça ouvre aussi des opportunités, c'est-à-dire que tout le monde se dit photographe parce que tout le monde a un appareil photo numérique, mais ça ouvrait aussi la possibilité de travailler dans la communication, ça veut dire de créer des sites internet, faire des affiches, des catalogues, etc. Donc j'ai créé mon propre emploi en fait avec un copain de l'école de photo, on a créé une agence de communication qui s'appelait Kidicom. Je dis qu'il s'appelait parce que moi j'y suis resté 2 ans et je crois que l'agence a duré encore 6-7 ans après, mais elle n'existe plus. Donc c'était une agence de communication, ce qu'on appelle 360, ça veut dire qu'on faisait tout support. Voilà. Et en 2006, j'ai vendu mes parts. Études de photographie, est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi ça correspond finalement ? Parce que prendre une photo, on sait tous un peu comment ça fonctionne, mais t'avais quoi ? T'avais des cours de marketing, de stratégie, de communication, ou vraiment juste c'était plutôt le côté artistique et c'est toi qui a insufflé le côté business ? Alors, c'était surtout une école technique à l'époque, parce qu'en photographie, il fallait parler d'obturateur, de diaphragme, les temps de pause, superposition. Quand on voulait faire des effets, en fait, les effets, on les faisait directement à la prise de vue. Il y avait tout le travail de labo aussi, avec les agrandisseurs, faire les photos en noir et blanc dans les bacs avec les chimies, etc. Donc il y avait un vrai métier. Et l'appareil photo numérique est venu tout chambouler, en fait.
déjà d'une sur la prise de vue, c'est-à-dire que n'importe qui, c'est pas vraiment ça, mais ça a rendu en fait la prise de vue beaucoup plus simple, beaucoup moins technique. Et après, avec les arrivées de Photoshop, maintenant même tous les filtres qui existent, tout le monde est plus ou moins capable de faire une belle photo. C'est le sujet en fait maintenant qui fait la différence. Et comment tu t'es dit en sortant de ces études hyper techniques, ça a duré combien de temps d'ailleurs ? 3 ans. 3 ans. Donc tu fais 3 ans de pure technique photo, tu te rends compte que finalement le numérique va un peu mettre le bazar là-dedans, et comment tu t'es dit je vais créer une agence de communication ? T'as jamais eu de cours de communication, même faire un site internet, à l'époque c'était quand même... il y avait un peu de technicité quand même. Ouais. L'idée, c'est vrai, quand on nous demandait de faire des photos, je dis les photographes, à l'époque, c'était parce que le client voulait faire un site internet, parce que le client voulait faire une affiche, parce que le client voulait faire son catalogue, et on s'est dit, au lieu de faire des photos, on va essayer de tout vendre, parce que juste la photographie, c'était devenu compliqué. Donc avec mon associé de l'époque, on a créé cette agence de communication, et après on s'appuyait sur des freelances ou d'autres agences, des sous-traitants. Voilà, quand on nous demandait un catalogue, on allait chercher un graphiste. Quand on cherchait une illustration, on cherchait un illustrateur ou une illustratrice, et on vendait le produit final au client. Ah, donc au final, toi tu cherchais les opportunités business, et en fait tu avais tout un réseau de sous-traitants derrière. Voilà, en fait mon métier a changé, c'est-à-dire que j'étais devenu photographe, et à l'époque je m'occupais de toute la partie commerciale de l'agence de communication. C'est drôle. Et donc tu y es resté 2 ans, c'est ça ? Ouais, 2004-2006. 2004-2006. Et ça, c'est ce qui m'a appris, en fait, ça a été ma première expérience. Je connaissais pas du tout le travail de... Alors à l'époque, on disait pas patron, on disait pas entrepreneur, on disait chef d'entreprise. Et ça a été ma première expérience. C'est-à-dire travailler déjà, faire l'étude de marché, faire le business plan, aller voir la chambre de commerce et d'industrie, s'enregistrer, créer la forme juridique de la société. Il y avait quand même plein de choses. Et vous avez des salariés ou vous étiez juste tous les deux ? Juste tous les deux. Juste tous les deux. Et qu'est-ce qui fait qu'au bout de 2 ans, t'as souhaité sortir du projet ? Au niveau développement de la société, c'était une petite structure. C'est pareil, alors il y a eu le mouvement au niveau de la photographie, mais à l'époque aussi il y avait pas mal de mouvements au niveau des sites internet. C'était un peu compliqué, il y avait beaucoup de concurrence. Et je voyais mal le développement de la société. Je voyais pas comment on pouvait s'agrandir ou grandir. Donc j'ai préféré vendre mes parts, et je voulais aussi avoir une expérience à l'international. Donc avec les sous que j'ai récupérés, ça m'a permis de partir 6 mois en Californie. Où, je prenais des cours d'anglais tous les matins. Et l'après-midi, je faisais mon métier de photographe, j'essayais de faire du business, voir s'il y avait quelque chose à faire en Californie, quoi, du côté de Los Angeles. Et ça n'a pas marché, ou tu étais plus en vacances qu'en mode boulot ? Alors j'étais un peu dans les deux. C'est vrai que j'en ai profité, j'ai beaucoup réfléchi. Après, je pense que j'étais un peu trouillard. C'est-à-dire que j'ai rencontré beaucoup de personnes là-bas de différentes nationalités, c'était très enrichissant. Pour rester 6 mois, en fait, j'avais couplé un visa touristique et un visa étudiant pour pouvoir rester 6 mois. Et en fait, au bout des 6 mois, mes 2 visas avaient expiré. J'aurais pu rester, un peu dans l'illégalité, mais bon, je pense pas qu'on m'aurait ramené à la frontière pour me ramener en France, mais mes visas étaient finis, je voulais pas être dans l'illégalité là-bas en essayant de trouver la green card ou quelque chose comme ça, donc je suis revenu en France. Et donc 6 mois en Californie, tu rentres à Paris ? Ouais, je rentre à Paris. Et tu cherches un boulot de salarié ? D'abord, je réessaye d'être photographe. Donc pendant à peu près 1 an, j'essaye commercialement d'aller taper un petit peu toutes les portes. J'ai fait un petit peu tout, on va dire tous les métiers dans la photographie. J'ai travaillé ce qu'on appelle les packshots, en prendre en photo les produits, les détourer pour mettre en fond blanc pour les catalogues. Ça, j'en ai fait pas mal. J'ai travaillé pour le groupe Marie-Claire. J'ai fait aussi pas mal de people.
avec un peu de paparazzi, etc., histoire de me donner un petit peu de finance, etc. Je suis parti, j'aimais bien aussi la photographie sociale, même si ça payait pas bien, mais partir dans les bidonvilles ou les orphelinats en Bulgarie pour faire des photos, ça j'aimais beaucoup, mais malheureusement ça se vend pas. Les gens préfèrent les photographies de people. Voilà, j'ai essayé vraiment de toucher tous les secteurs, que ce soit la mode, etc. Et alors je sais pas si je suis pas assez artiste ou un peu trop business, mais voilà, je faisais des photos, artistiquement ça me convenait pas forcément ce que je faisais, et d'un point de vue business, je voulais plus, quoi. T'as une anecdote, paparazzi? C'est drôle ça quand même. Paparazzi, ouais, j'en ai quelques-unes, ouais. Wow, c'était assez rigolo. Il y a prescription maintenant, tu peux le dire. Ouais, il y a prescription. Le plus gros shoot que j'ai fait en photographie, en paparazzi, c'est Jennifer. Avec son premier bébé, j'ai fait la couverture du magazine Voici. Et ça paye en plus un peu par paparazzi, non? Mais c'est une vie de chien, non? C'est quoi? Ouais, ça paye. Ça paye. Et quand on est jeune, ça permet... c'est un vrai métier, hein. Il faut apprendre... comment pister une star pour savoir où elle habite, quelle est son actualité. Il y a des gens qu'il faut surtout pas shooter, il y a des gens qu'on peut shooter, mais ça va pas forcément bien payer. Connaître les restaurants où ils vont, leurs habitudes, etc. Et c'est de l'actu, c'est quand même de l'actu. Et on peut avoir un super dossier, mais arriver chez... à l'époque, c'était Voici, Public, Closer, des choses comme ça, et arriver, en fait, c'est pas vendable parce que la personnalité est pas assez people. Ouais, pas très active sur l'actualité du moment, quoi. D'accord. Et au bout d'un an, tu te dis, c'est quoi? C'est pas assez de revenus réguliers, et tu te dis, il faut trouver un job. Ouais, c'est ça. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, je vais pas faire ça toute ma vie. Un jour, j'aurai des enfants. Qu'est-ce que je leur dirai? Papa et paparazzi. Je me suis dit, ça va. Voilà. Donc, il y avait aussi, je voulais un peu de stabilité. Donc je m'étais donné un an, je suis arrivé, j'ai refait mon CV, j'ai toqué à quelques portes, et puis j'ai été salarié dans une société qui s'appelle Colloquium, qui fait tous les événements, 90% de leurs événements c'est du médical. Voilà, pour les associations de médecins, quelle que soit leur spécialité, ils font des congrès, ils font des débats, ils gèrent leur association, etc. C'est une boîte qui fait 110 personnes à peu près. Ok, et tu faisais quoi chez eux? Alors je suis rentré en tant que, à l'époque c'était chargé de communication. Voilà, je m'étais appuyé sur mon expérience de mon agence de com. Et après j'ai évolué, il fallait que j'évolue. Je suis passé responsable, et à la fin, je manageais, alors c'était une petite équipe de créatifs, mais je manageais 3-4 personnes. Et t'es resté dans cette boîte combien de temps? 3 ans, jusqu'en 2010. Et 2010 après En 2010, un de mes collègues que j'avais à Colloquium est parti dans une autre société. Il m'a dit, voilà, il y a quelqu'un, enfin dans la nouvelle société, on recherche quelqu'un comme toi, et si ça t'intéresse. Et c'était pour moi le moment aussi de pouvoir évoluer encore plus, parce que je pense que j'étais arrivé au bout de mon expérience dans cette société. Donc je suis parti dans cette nouvelle société. J'y suis resté 6 ans. Donc 2016? Jusqu'en 2016, ouais. Ok. Et c'était quoi ton dernier poste là? Alors j'étais responsable communication en charge du studio graphique. Donc là c'est pareil, j'avais une équipe de 4-5 personnes, et on travaillait, on faisait tous les sites internet, etc. C'était pour le groupe AFNOR, donc, qui est un gros groupe, il y a 2000 personnes. Et ce qui était intéressant dans cette expérience, c'est que j'ai touché un peu tous les secteurs. C'est-à-dire qu'on pouvait travailler pour la métrologie, pour l'aéronautique, enfin vraiment différents secteurs, et dans ces secteurs-là, on travaillait sur la qualité, le RSE, le lean management, etc. Donc j'ai vu beaucoup de marchés, cette société. Du coup, 2016, un petit événement?
2016, 2015 déjà. Avec ma femme, on a eu un enfant, Daniel. Et 2016, elle me annonce qu'elle est nouveau enceinte. Donc la vie parisienne me semblait un petit peu compliquée. Si je dis pas de bêtises, tes 2 enfants sont nés la même année ? Non, Daniel 2015, Louisa 2016, mais ils ont 10 mois d'écart, ouais. Oui, c'est ça, c'est fin d'année et fin d'année pour Louisa. En fait, ma femme est tombée enceinte un mois après avoir couché de Daniel. Et 2016, donc 2 enfants, 1 euro d'événement. Ouais. Et là, tu te dis Paris, ça passera pas, enfin, injouable finalement. Enfin, la vie en banlieue, c'était pas trop tout ce que tu voulais. On a cherché partout. Et en fait, à Paris, si on était resté à Paris, je serais resté dans mon job. Enfin, mon travail au groupe AFNOR et on avait trouvé un appartement de 60 mètres carrés à Bourg-la-Reine. Du coup, ça faisait partie des possibilités. Il y avait plusieurs possibilités. Il y avait celle-ci, qui pouvait être la plus confortable, parce que c'est la vie qu'on souhaitait. On s'est dit que non. Donc on a cherché un petit peu à droite à gauche, et on s'est dit si on n'arrive pas à trouver, on aura toujours cette solution de repli. Donc on a cherché, moi je cherchais une entreprise à racheter. On a cherché Agnès et Réunionnaise, donc on a d'abord regardé sur l'île de la Réunion. Mais j'avais une double difficulté, ça veut dire que lorsque j'appelais à l'île de la Réunion pour essayer de trouver du travail, etc., on me répondait il faudrait d'abord que vous veniez sur l'île de la Réunion et après vous cherchiez du travail, parce que c'est double changement de vie. L'île de la Réunion, c'est quand même différent de la métropole, et changement de boulot. Donc pour moi c'était compliqué, la Réunion, c'était pas possible. On a cherché Bordeaux, et Bordeaux, pour le coup, je voyais pas les portes auxquelles je pouvais toquer. Je connais personne à Bordeaux. Et sur Angoulême, pour le coup, j'ai quand même un réseau important. Donc j'ai appelé 2-3 personnes et je suis tombé sur une personne qui m'a dit écoute, moi j'ai plus trop de liens avec l'économie locale, mais ma femme part à la retraite et du coup elle va vendre sa boîte. Super. Et je rétropédale juste un tout petit peu, mais qu'est-ce qui fait que tu te dis là je suis salarié, je suis dans une grosse boîte, j'ai déjà tenté l'entrepreneuriat à 2 reprises, on peut le dire. Allez, let's go, j'achète une boîte, quoi. Pourquoi t'as pas cherché un boulot pépère? Enfin, t'as 2 enfants en bas âge qui ont quasiment le même âge. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, vas-y, j'achète une boîte? Déjà le salariat, je trouvais pas. Je trouvais pas d'opportunités, et le peu d'opportunités que je trouvais, le salaire était quasiment divisé par 2 entre Paris et la province. Donc la problématique était la même, avec une femme et 2 enfants. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une boîte à racheter. Je pouvais pas être sur de la création, parce qu'on sait qu'une société, si elle devient viable, quand même attendre 3 ans, 5 ans. Donc moi, il fallait que j'ai des sous qui rentrent tout de suite, quoi, pour faire vivre ma famille. Et je voulais pas non plus une société qui soit en difficulté, que je dois redresser, parce que financièrement également c'était pas possible. Donc il fallait que je trouve une entreprise qui fonctionne déjà, que je puisse prendre les rênes assez rapidement pour travailler et changer de vie correctement et faire vivre ma famille. Du coup, quelqu'un te dit ma femme va partir en retraite, elle va vendre sa boîte. C'est la boîte que t'as rachetée finalement ou... Ouais, c'est la première. C'est la société qui s'appelle Société Lagarde, qui tient 3 magasins. Voilà, 3 magasins de pantoufles et chaussures en Charente. Ça faisait quelle taille à peu près à l'époque? 3 magasins, 5-6 salariés et la dirigeante. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as financé l'opération, comment ça s'est bouclé cette opération? Parce que il y a une boîte à vendre, ok, très bien, comment ça s'est passé? C'est un peu la question, en fait je savais pas du tout comment faire. Donc j'ai appelé encore des personnes sur Angoulême,
un avocat, un expert comptable. Donc ça a été mon équipe. Et je sais que ça a duré un an et demi en fait les négos, un an on va dire, les négociations avec le vendeur. Et jusqu'au bout, je leur disais mais vous êtes sûr que je suis capable financièrement, au niveau de mon expérience, etc. Là pour le coup le rachat c'était vraiment tout nouveau, je savais pas comment on faisait. Au niveau des banques, je savais pas combien il fallait apporter, etc. Et ils m'ont beaucoup rassuré. Énormément rassuré et j'ai emprunté la première fois, c'était 650 000 euros et j'ai fait un apport de 100 000. Qui était le fruit de la vente de l'appartement, c'était ça ? J'ai tout vendu. Agnès a vendu son cabinet donc pour se libérer, mais ça lui a pas fait d'apport financier. On n'a pas précisé, mais Agnès est podologue. Voilà, c'est ça. Ouais. Elle a vendu son cabinet de podologie qui est à Paris. Ouais, tout à fait. Moi, j'avais eu la chance d'acheter l'appartement à Paris, donc avec un crédit, le salaire que j'avais en tant que salarié. Le quartier s'est bien développé, c'était le quartier de Beaugrenelle. Ils ont monté le centre commercial Beaugrenelle et les prix de l'immobilier ont explosé. Donc il fallait que je vende l'appartement à un certain prix pour avoir cet apport de 100 000 euros. Et du coup, j'ai réussi à le vendre au prix que je voulais. Et du coup, tout l'argent que j'avais, on l'a mis dans la boîte. On est arrivé... donc moi, il fallait que je finisse un peu avec le groupe AFNOR en tant que salarié. Agnès est arrivée à Soyaux, donc à côté d'Angoulême, toute seule, donc avec les 2 enfants, dans une maison en location qu'on n'avait même pas visitée. Mais voilà, il fallait qu'on aille vite. Et à l'arrivée, il n'y avait pas de meubles, il n'y avait rien, pas de voiture, rien. Et elle m'a dit, comment on fait ? Je dis, j'arrive dans un mois, il va falloir qu'on trouve des sous pour vivre, parce qu'on avait tout mis dans la boîte, quoi. Donc on est arrivé avec la rupture conventionnelle que j'avais fait avec mon employeur, ça nous a permis d'acheter une voiture, un petit break pour trimballer les enfants. Et puis après, j'ai commencé à travailler dans la boîte que je venais de racheter, et puis avec les premiers salaires, petit à petit, on a réussi à se constituer un peu de mobilier et puis construire notre vie, quoi. Heureusement, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, mais c'est vraiment un circuit de domino, quoi. Il suffit qu'il y ait un domino qui tombe pas et puis tout est foutu. Là, on serait retrouvé peut-être à Angoulême dans une maison en location et puis l'affaire se serait pas faite, j'aurais pas de travail, Agnès aurait vendu son cabinet de podologie, on était à Soyaux sans boulot. Et alors, c'était 2016-2017, on est en 2024 aujourd'hui, bravo, tu vas bientôt finir ton LBO, donc c'était pas une mauvaise idée finalement. On va y revenir, mais dans mon métier, on réfléchit toujours à 7 ans. On calcule tout en 7, parce que c'est important, c'est la durée d'une dette d'acquisition. Donc là, ça se finit le mois prochain, c'est ça ? Ouais, alors la première boîte que j'ai rachetée, oui, je sais pas pourquoi, c'était mon expert comptable à l'époque qui l'avait fait, je pense que c'est pour m'alléger un peu les charges. Il avait fait le remboursement de crédit sur 8 ans. Sur 8 ans ? Ah, c'est cool. Ouais. Donc là, la fin, c'est mi-décembre de cette année. Bon, on va célébrer ça. Un peu par rapport à l'acquisition, donc est-ce que donc société avec 3 magasins, toi t'as jamais géré un magasin de ta vie, comment tu t'es dit alors quand on s'est rencontrés il y a quelques années, tu m'avais dit j'aurais pu être électricien, plombier, je vends des pantoufles, mais comment tu t'es dit photographe parisien, ex-paparazzi, manager, à te retrouver en 2016-2017, Internet était quand même déjà largement développé. Comment tu t'es dit, c'est un métier d'avenir d'aller acheter un magasin de pantoufles ? Alors on est en Charente et c'est une spécialité régionale et voilà, et nous deux on est un peu chauvin, donc voilà, mais comment t'as perçu ce projet-là ? T'avais pas le choix, il y avait rien d'autre et c'est parti. Comment ça s'est fait ? C'est vrai que j'aurais pu, si une boîte, une entreprise de peinture ou de meubles ou j'en sais rien, aurait été à vendre, je l'aurais peut-être racheté.
Là, il s'est avéré que c'était des magasins de pantoufles. Après, c'est un produit iconique. Je me suis quand même renseigné sur l'entreprise. Il n'y avait pas de concurrence. C'était tenu par le leader fabricant de Charentaise. J'ai regardé les bilans. J'ai vu quand même que ça tournait bien comme une horloge. Tous les ans, c'était le même chiffre d'affaires, il y a les mêmes charges. Enfin, c'était vraiment une belle endormie. Et il y avait un peu de développement qui était possible. C'est ça qui était intéressant aussi. Après, je suis rentré dans ce métier-là. J'ai appris pendant 1 an, j'ai été accompagné donc, par la gérante qui m'a appris le métier. T'as eu un accompagnement long, ça c'est bien. Excuse-moi, je te coupe, mais généralement les accompagnements post-acquisition, alors en ce moment ils ont une tendance à se rallonger, mais avant le Covid, c'était entre 1 et 3 mois. Aujourd'hui ça se rallonge un peu parce qu'il y a un peu plus d'incertitude et on a besoin de se rassurer, mais 1 an d'accompagnement c'est rare. C'était une demande de ta part ou ça s'est fait naturellement? Je dis 1 an. Elle m'a accompagné du coup de septembre à février, je crois. Vraiment en opérationnel, être là, ça permet de voir un peu comment on fait les collections, les soldes, à la période de Noël. Et après, il y avait l'accompagnement. Si j'avais une question, je pouvais bien évidemment... Elle était plus dans l'opérationnel, elle était plus présente dans la société, mais elle pouvait m'accompagner. Et oui, c'était une demande, parce que je connaissais pas le métier. Mais ça a été une découverte pour moi, une belle découverte. En fait, voilà, est-ce que je me serais autant passionné si j'avais fait un autre métier? Je sais pas. Il s'est avéré que ce produit-là, je l'ai adoré et que j'aime le vendre et que j'aime le commerce. Enfin, je me suis vraiment découvert en rachetant cette société-là et ouais, c'est fait pour moi. Pour toi, la Belle Endormie, c'est quoi? C'était le produit, le fait qu'il y avait peut-être une lacune de communication. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit il y a de la valeur hors bilan? Parce que bon, chiffre d'affaires stable, rentabilité stable, on sait tous faire nos petits calculs, mais comment tu t'es dit il y a de la valeur hors bilan finalement? C'est comme toute expérience, c'est que là, la gérante, elle était en fin de carrière, donc il n'y avait pas besoin forcément d'innover. Voilà, l'entreprise tournait. Parce que l'innovation, faire des nouveautés, c'est quand même des efforts, faut travailler, etc. Donc c'est vrai que moi je suis arrivé, j'étais plus jeune, en début de carrière, moi dans ce marché-là, j'avais plein d'idées. Puis voilà, il faut avoir un regard extérieur. Moi quand j'arrivais dans le magasin, je savais exactement comment j'allais l'aménager, ce qu'il fallait faire, etc. T'avais 33 ans à l'époque? 35 ans environ. Ouais, t'étais déjà en dessous de la moyenne. La moyenne à l'époque c'était 40 ans. L'acheteur de société... moyen, l'entrepreneur moyen, c'était 40 ans, l'âge moyen à l'époque, donc tu étais déjà un peu en avance. Entrepreneur, c'était pas le mot à l'époque. Quand j'ai racheté la société, en fait, je n'étais pas entrepreneur, en fait. Je devenais chausseur. On va y revenir. On va y revenir parce que ça m'intéresse pour le coup. Je me permets juste d'ouvrir une parenthèse très importante pour les gens qui nous écoutent. Ce qu'on appelle un MBI, c'est une reprise par des individus, personnes physiques, un investisseur comme toi. C'est souvent des Parisiens qui descendent en région parce qu'ils ont envie de faire grandir leur famille à la campagne ou en tous les cas dans des villes plus secondaires. On est souvent livré à soi-même. C'est un projet qui est très compliqué. De quoi on a envie, comment est-ce qu'on fait, comment on constitue une équipe. Alors toi, tu avais de la chance, c'est que tu venais déjà de région, donc tu as pu te constituer une équipe par réseau. Mais pour ceux dont c'est pas le cas, il y a une association nationale qui existe en France qui s'appelle le CRA. C'est l'Association des cédants et repreneurs d'affaires. Ils sont présents à Nantes, à Bordeaux, à Tours, etc. Ils ont également des satellites en région. Il y en a à Angoulême, à La Rochelle, à Périgueux, etc., etc. C'est très important de prendre contact avec eux parce que ils ont beaucoup de vertus. Premièrement, ils connaissent le réseau, ils connaissent le biotope, on va dire. Ils savent à peu près les boîtes qui peuvent se vendre. Surtout, ils connaissent les avocats, les experts comptables, les intermédiaires comme moi. Donc, ils peuvent guider les repreneurs. Il y a également des formations qui sont faites, qui sont très importantes. Ça dure 3 semaines. Nous, on voit en 2 minutes la personne qui a fait la formation et celle qui ne l'a pas faite.
Ça va pas vous apprendre à lire un bilan et à devenir dirigeant d'entreprise, mais en tous les cas, ça permet de vraiment cloisonner le schéma de pensée, la stratégie. Ils vont pas vous servir une boîte tout crue sur un plateau à la sortie de la formation, mais en tous les cas, il y en a pas mal qui arrêtent en cours de formation a priori, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait le projet est trop gros, ou c'est pas prêt, ou ils voulaient acheter un job, et finalement acheter une entreprise, c'est devenir entrepreneur. On va y revenir du coup. Mais voilà, je fais un peu de publicité pour ces gens-là parce que ils sont vraiment une vraie pépite sur l'écosystème de la reprise, et il faut absolument aller les voir, ne serait-ce que pour prendre contact et voilà. Et également, il y a un élément important, c'est qu'ils ont une base de données des sociétés à vendre qui est alimentée par eux et par les intermédiaires comme nous. Donc nous, c'est vraiment des partenaires au sens littéral du terme. Quand on rentre une société qui est éligible au MBI, donc reprise par personne physique, moi systématiquement j'appelle le CRA en disant voilà, j'ai ça, présentez-moi vos bons candidats qui pourraient matcher au niveau des critères de sélection, et c'est comme ça qu'on arrive à vendre des sociétés à des gens comme toi tous les ans. Donc voilà, je mettrai les informations en description, et je ferai probablement un épisode hors série sur eux, parce que vraiment c'est hyper important d'aller les voir. Je ferme la parenthèse. Une fois que tu as fait cette première acquisition, tu as les clés, et là tu te dis quoi ? Tu fais quoi ? C'est quoi tes premières actions ? Alors avec l'accompagnement, c'était déjà apprendre le métier, donc le métier de chausseur. Faire des collections, comment les vendre, comment les acheter, comment manager les vendeurs. Pour moi, l'idée, c'est rester calme, regarder, voir comment tout fonctionne. Et une fois que j'ai bien compris comment cela fonctionne, voir les points d'amélioration. Ça a été assez rapide pour moi. Le premier acte que j'ai fait, c'est que j'ai tout informatisé. Voilà, les magasins fonctionnaient avec des caisses enregistreuses à l'ancienne. Donc moi, ça a été de sortir les bouchettes, donc c'est les scans pour faire les codes barres, étiqueter tous les produits, mettre les ordinateurs, tout informatisé. En 2017. Ouais. Ça a été la première des choses. Ça a été un gros boulot. La première fois, le premier Noël que j'ai fait, on se faisait pas mal voler. Et je me suis dit, tiens, c'est pas possible, on doit se faire voler toute l'année. Donc j'avais soit mettre des antivols, deux possibilités, mettre des antivols sur les produits, ou alors étiqueter. Je pouvais pas faire les deux boulots en même temps. C'était trop compliqué. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était que pendant la période de Noël qu'on se faisait voler. Donc j'ai priorisé le fait de tout informatiser. Et ça nous aide pour faire la caisse le soir, pour faire les retours, pour fidéliser les clients, pour faire les inventaires, pour savoir le stock que l'on a, les pointures qui nous manquent. Ça nous a facilité la vie, mais un truc de dingue. C'est la première chose que j'ai fait. Et donc tu avais déjà 3 magasins, une première grappe. Tu as amélioré les process, etc. Tu as vraiment numérisé la boîte. Quand est-ce que tu t'es dit, est-ce qu'il y a eu un élément marquant où tu t'es dit tiens, je vais faire de la croissance externe ? Ou est-ce que c'est toi-même qui t'es dit voilà, maintenant je maîtrise mon environnement, il faut que j'aille me mettre en risque à nouveau et aller chercher d'autres projets ? En fait, ça s'est fait une fois que j'avais fini tous les développements, donc informatiser les magasins, mais il y a eu beaucoup d'autres innovations. Une fois que le développement interne me paraissait atteint, je me suis dit, il faut que je fasse le développement externe, donc il faut que je monte un autre magasin. Donc géographiquement, j'ai regardé où je pouvais le créer. Et la zone géographique que j'avais trouvée qui pouvait être intéressante, il y avait un chausseur déjà qui était là-bas. Donc je me dis, je vais arriver, je vais créer mon truc. Si ça se trouve, il n'y aura pas de business pour nous deux, donc ça va être soit moi, soit lui. C'est un peu ridicule. Je vais me renseigner, savoir s'il n'est pas vendeur. Je me suis renseigné, il était à l'âge de la retraite, il voulait vendre. Je me suis dit, au lieu de créer, je vais racheter sa boîte. Est-ce que tu peux définir un chausseur ? Un chausseur, c'est tout simple, hein. C'est un détaillant en chaussures, donc il a un magasin, quelle que soit la taille, et il vend, il conseille,
Il vend tout ce qui est produit d'articles chaussants, donc chaussures, chaussons, mode, confort, enfants, les produits d'entretien. Peut-être pour faire la différence, c'est que c'est pas une enseigne, c'est un pur indépendant qui fait son propre sourcing auprès de ses fournisseurs, c'est ça? Voilà, c'est un détaillant non spécialisé, voilà, multi-détaillant, il fait toutes les marques et hommes, femmes, enfants. C'est pas une chaîne, c'est pas un groupe, c'est familial. Souvent, ce sont des personnes qui ont un magasin. Ce sont des institutions, des magasins qui existent souvent depuis 2, 3, 4 générations. Et sur cette croissance externe, donc première croissance externe, deuxième acquisition, est-ce que tu as modifié ta méthode par rapport à la première ou tu as appliqué les mêmes méthodes et comment t'as fonctionné? Alors j'ai créé une nouvelle société pour racheter ce fonds de commerce. Déjà pour pas mettre en péril la première société, je voulais pas tout mettre dedans. Et après j'ai utilisé la même méthode. J'ai regardé, j'ai appris comment il travaillait, ce qui allait pas, comment l'améliorer. Et c'est quand même souvent les mêmes axes. Quand même. Informatiser, faire des cartes de fidélité, faire une base de données. Je pense que les anciens métiers m'ont appris à faire ça quand même. Avoir une base de données, c'est le secret. C'est connaître ses clients pour essayer d'en trouver des nouveaux, mais aussi pour les fidéliser. Aujourd'hui, t'en es où dans ton développement? T'as combien de magasins pour commencer? 7 magasins. 7 magasins. Est-ce que t'as une stratégie particulière entre tes 7 magasins? La stratégie, c'est que je reprends des fonds de commerce, des commerces qui sont un peu des institutions, voilà, qui sont connus. Le nom du magasin est presque une marque. En fait, quand on parle, ah oui, je cherche une chaussure pour enfant, ben va à tel endroit. Voilà, faut que tout de suite ce soit Cendrillon, tu peux te faire de la pub, t'as le droit, je t'autorise. Non, mais c'est que des Cendrillon, je pense qu'il doit y en avoir une bonne dizaine en France, des magasins qui s'appellent Cendrillon. Mais oui. Et avoir des institutions, c'est important. Vraiment que le magasin soit vraiment une marque. Alors, moi, on se connaît un peu. Il y a 3 grappes de sociétés chez toi, finalement. T'as les sociétés plutôt pantoufles, t'as 3 magasins, les 3 historiques. T'as les institutions, et t'as aussi... donc là, t'as combien de magasins dans ces chausseurs institutionnels? 3 plus 3. Et t'as un premier magasin dans une 3e grappe, avec une stratégie particulière, tu peux nous en parler? Bah là, la 3e société, c'est un fonds de commerce que j'ai racheté en début d'année, donc en février. Voilà. Et là, c'est un monomarque. Voilà, c'est encore une autre stratégie. Mais c'est une façon d'acheter différente, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir plusieurs fournisseurs, j'en ai qu'un. Mais là, on travaille plus sur la vendeuse, la vente et le positionnement du magasin. Que ce soit l'emplacement premium, c'est pas la même chose. Donc, tous ces magasins sont un peu liés, c'est-à-dire que chacun peut voir le stock de l'autre magasin pour pouvoir se faire des transferts. Et l'idée, après, géographiquement, c'est d'essayer de faire un peu comme toile d'araignée ou un escargot, c'est vraiment toucher la zone géographique. Ça veut dire quelqu'un qui cherche une paire de chaussures, une pantoufle, etc. Faut qu'il vienne dans un de mes magasins. Et ces magasins monomarques, aujourd'hui, ta stratégie à court moyen terme, c'est de développer cette grappe-là également avec d'autres magasins monomarques? Ouais, donc là je suis en train de racheter un autre magasin. Donc c'est pareil, c'est un Mephisto comme le premier, dans une autre zone géographique, et ça devrait être février-mars 2025. Ok. Et t'as déjà la 3e cible ou pas encore? Ouais, mais c'est pas un monomarque, alors je sais pas trop comment je vais faire, si je crée encore une nouvelle société ou si je la mets dans cette grappe-là. C'est quoi la strat sur si c'est pas un monomarque, c'est quoi? C'est plutôt une institution? Ouais, une institution. Ok, donc c'est plutôt dans la holding institution finalement. Ouais, mais ça veut dire qu'il y aurait 4. Je sais pas pourquoi, je fais des sociétés avec 3 magasins. À chaque fois, d'un point de vue administratif, c'est un enfer. Alors que racheter un fonds de commerce et le mettre dans une société déjà existante, c'est plutôt simple, mais à chaque fois, c'est vrai que de créer une nouvelle société pour prendre un fonds de commerce, c'est un peu plus compliqué. Mais je verrai à ce moment-là. Enfin, c'est du détail, même si c'est un peu plus compliqué d'un point de vue administratif. L'important, c'est de reprendre le fonds et qu'il tourne et que ça fonctionne. L'idée au niveau de la stratégie, c'est au niveau du développement.
Mes enfants sont encore un peu petits, donc je veux pas trop m'éloigner non plus de là où j'habite. Mais c'est d'essayer de faire une acquisition d'un point de vue fonds de commerce et idéalement, mais c'est un peu plus compliqué, une acquisition immobilière par an aussi. L'immobilier d'entreprise ou plutôt à titre perso? Un peu tout. Ok. C'est un peu mon épargne. C'est là où je mets mes sous. Plutôt qu'à la banque. T'empruntes à la banque. Exactement. C'est ce qu'il faut. Pour se donner un ordre d'idée, aujourd'hui, en CA consolidé, ça représente combien à peu près ton petit groupe? On est hors taxe entre 2,5 millions et 3 millions. Ça dépend des années, des bonnes ou des moins bonnes. Alors ton domaine d'activité, c'est les chausseurs. Mais comment tu définirais ton métier à toi en tant qu'Antoine Gardin? Alors au début, oui, c'était chausseur. Après, on va dire que ça a évolué en commerçant. Voilà, parce que c'est vrai que ça fait quand même un bout de temps que je me suis pas mis à genoux au pied d'une cliente pour la chaussée. Donc je suis devenu commerçant et puis maintenant un peu plus entrepreneur. Parce que là, l'idée, c'est que les magasins tournent sans moi, en fait. J'ai toujours un œil sur l'opérationnel, j'ai tout automatisé, j'ai tout informatisé, comme je le disais tout à l'heure. C'est d'avoir un œil dessus, être encore présent, mais d'un point de vue opérationnel, je veux me libérer du temps pour pouvoir entreprendre dans peut-être d'autres projets et faire d'autres investissements. Donc là, maintenant, j'ai pris vraiment mes souliers d'entrepreneur. Et comment tu fais pour te battre contre deux ennemis qui doivent être un peu compliqués à gérer quand même, mais la grande distribution et les grands réseaux de distribution et Internet? Parce qu'au final, être commerçant aujourd'hui en 2024, c'est quand même un sacré challenge. Alors commerçant, ça veut dire qu'il faut vendre ce que le client attend. Donc là, pour l'instant, je vends des chaussures et des pantoufles. Si demain, ça se vend plus et que le client me demande des parapluies, je lui vendrai des parapluies. Donc ce qu'il faut, c'est s'adapter, innover le plus possible. Je sais pas de quoi demain est fait, il y a quand même beaucoup de changements, mais quand même je vois, il y a eu les grandes chaînes des années 90 qui sont arrivées. On s'est dit, tiens, ça va tuer les petits commerçants. Là, à l'heure actuelle, on voit que les grandes chaînes sont toutes en train de tomber. Les petits commerçants et les détaillants, ils sont là, ils sont toujours là. La grande distribution, qui avait pris pas mal de parts de marché de ces grands groupes, on voit que ça devient plus compliqué pour eux, d'un point de vue chaussures et textiles. Et ils se font rattraper par tous les magasins de sport, les Intersport, Decathlon, Go Sport, etc. Intersport, je crois que c'est le plus gros vendeur de chaussures. Donc en fait, ça, d'un point de vue retail, d'un point de vue physique, on n'est pas trop impacté, en fait. Ils se mangent un peu entre eux, la grande distribution, les chaînes de sport ou les gros groupes de distribution et autres. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est toute la partie internet, la partie digitale, avec les ventes en ligne. Mais on voit que je crois que la part de marché est de 25%, si je dis pas de bêtises. Ça a évolué très vite, mais ça stagne depuis 2-3 ans. Il y a le Covid qui a évidemment tout fait exploser, c'est-à-dire que les gens achetaient beaucoup en ligne. Mais depuis, ça reste à peu près à 25%. Donc si ça reste comme ça, en fait, on aura notre part du marché. Les détaillants auront leur part et notre métier va changer en point de vue innovation, mais ne devrait pas disparaître. Tu parlais d'innovation. Comment est-ce que tu arrives à innover quand tu vends des pantoufles, par exemple, qui sont un produit plutôt ancien, traditionnel? On travaille beaucoup avec les fournisseurs, à l'écoute des clients, parce que les habitudes des clients changent beaucoup. Pendant le Covid, il y avait beaucoup de Made in France, quel que soit le prix. Là, on est plutôt sur ok, Made in France, mais j'aimerais bien pas trop cher. Voilà, c'est à l'heure actuelle, dans 6 mois, ça sera complètement changé. Donc on travaille avec les fournisseurs en étroite collaboration et voilà, tel produit est sympa, oui, mais il est un peu cher, comment on peut faire pour réduire au niveau du prix? Tiens, je voudrais toucher les jeunes, on va essayer de travailler un peu sur le graphisme, sur le design des pantoufles. On va essayer d'aller chercher d'autres marques. Ça, c'est plus pour la chaussure, essayer de trouver des chaussures
plus mode, plus sneakers. On travaille vraiment en étroite collaboration avec les fournisseurs. Et tu as créé des marques ? Ouais, j'en ai créé une. J'en ai créé plusieurs, mais il y en a une qui existe toujours, c'est la Maison de la Charentaise. C'est l'origine en fait de cette marque, c'est que les magasins que j'avais rachetés, les 3 premiers, 80% du chiffre d'affaires, enfin je dis 80, c'était peut-être un peu moins ou un peu plus, mais c'était à peu près ça, 80% du chiffre d'affaires se faisait avec un fournisseur, celui qui m'avait vendu l'entreprise. À la première liquidation, il n'y avait plus de produits, donc j'allais perdre 80% de mon chiffre d'affaires, donc il fallait que je trouve des solutions. Et du coup, j'ai été toqué à plusieurs portes de fournisseurs et j'ai créé ma propre marque et du coup, ils fabriquent pour moi en marque blanche et ça a sauvé l'entreprise. On a même continué à développer le chiffre d'affaires des magasins malgré cette liquidation et à développer cette marque qui est maintenant un des acteurs majeurs de la pantoufle. Donc ouais, ça a été quand même une expérience un peu particulière. Quelles sont au final les principales difficultés auxquelles tu fais face aujourd'hui dans ton développement ou dans la gestion de ton entreprise? On voit t'es hyper réactif, t'as ton principal fournisseur qui est liquide, tu vas créer une marque en direct parce que il faut que tu fasses tourner tes entreprises. Aujourd'hui, c'est quoi les principales difficultés auxquelles tu fais face? Les principales, il y a le changement. On voit que tout est en train de changer, mais on voit pas vers quoi, quel que soit le secteur, il n'y a pas que les articles chaussants. La difficulté aussi, c'est la solitude un peu aussi du chef d'entreprise. C'est-à-dire que même si on peut être conseillé, c'est quand même le chef d'entreprise qui fait le choix et il est tout seul dans ce choix-là. Donc il réussit, bravo, mais c'était facile. Il réussit pas, oui, on l'avait dit. Donc cette petite solitude. Moi, l'heure actuelle, c'est que ça change vraiment beaucoup, très vite. Alors c'est bien, il faut toujours se remettre en question, innover, mais il n'y a plus de moment de calme. Et je le vois maintenant 8 ans dans les magasins de chaussures, il y a des marques que je cartonnais il y a 8 ans qui n'existent plus. Maintenant, il y en a encore qui disparaissent aujourd'hui, il y a des nouvelles tendances. Les clients ont différents profils, différents âges, différentes façons de consommer. Il y a beaucoup de changements, comme tu le disais, avec Internet, avec le physique. On passe de la grande distribution au magasin de sport, sur Internet. Ça bouge et j'aimerais avoir une petite boule de cristal pour voir un petit peu, pour au moins lisser ma stratégie et me dire tiens, on a cette stratégie, dans 2 ans, il faut qu'on arrive là. Là non, c'est dans 6 mois, je suis sûr que les habitudes des consommateurs auront déjà changé. Il faudra de nouveau que j'innove. C'est beaucoup d'efforts, en fait. Mais je me rends compte que c'est mon métier, en fait. C'est devenu mon métier. Qu'est-ce que tu as fait comme erreur sur ces 8 dernières années? Et comment tu les transformes aujourd'hui, ou tu t'en sers pour justement être plus fort? Des erreurs sur les magasins de chaussures. J'ai dû en faire, mais pas des très graves. Je me rappelle pas. C'est plus sur l'entrepreneuriat, les investissements que j'ai pu faire à côté des magasins de chaussures. À essayer des nouvelles choses, à essayer justement de faire du développement externe. Ça veut dire vraiment essayer de sortir du milieu des articles chaussants, etc. C'est là où j'ai pu avoir des petits dérapages. Tu veux qu'on en parle? On peut en parler. T'as ouvert un bar? Normal, comme tout homme, on a la licence 4 et on a un bar. Non, j'ai ouvert un bar. Alors, il était lié à un projet qui me tenait à cœur, qui était sur la sécurité dans le milieu. Alors, je suis pas du tout chasseur, mais c'était pour apporter de la sécurité justement dans le milieu de la chasse. Et à côté de ça, j'avais créé, oui, un espace de convivialité pour que les gens puissent se retrouver, discuter, etc. Mais ça a été une expérience intéressante. Alors on va préciser un peu parce qu'on a du mal à voir le rapport, mais tu as créé donc un espace de convivialité. Comme ça que c'est vendu auprès des banques, j'imagine.
avec un simulateur de tir de chasse. Ouais. C'est du ball-trap face à un écran finalement, avec un laser. Ouais. Et tu as essayé, tu avais négocié un partenariat avec la fédération de chasse, il me semble, pour faire des formations et de la prévention, justement sur les tirs sécurisants et sécurisés, pour que les gens puissent tirer face à un écran versus autre chose. Mais bon, ça a duré combien de temps cette affaire-là ? 1 an pour la création. Ah ouais, quand même. Ouais, il faut déjà trouver le simulateur, il faut aller voir les banques, il faut faire le business plan, il faut aller voir tous les fournisseurs pour la partie bar, pour les parties boissons, la partie nourriture, il faut trouver le logiciel de caisse, il faut acheter les meubles, on se rend pas compte, mais c'est un travail énorme. Mais c'est pareil que ouvrir un magasin, ça te demande quand même pas mal de temps. Mais ça m'a appris un métier. J'ai appris sur la partie restauration les différentes TVA, j'ai appris à rencontrer différents fournisseurs, à aller chez un métro pour acheter ses produits, travailler les marges, fabriquer un menu pour que ça puisse satisfaire tout le monde. Sur la partie sécurité, j'ai dû voir les différentes fédérations, les différents acteurs. En fait, ça me plaît. Communiquer autour de cette ouverture également. Exactement. Faire de l'événementiel. Mais je suis assez curieux. C'est un autre métier quand même. Je suis assez curieux, donc j'adore ça. Et si demain j'ai envie de me lancer sur un nouveau projet en entrepreneuriat, je veux que ce soit un projet qui apporte de la valeur, c'est-à-dire la sécurité, le confort, la qualité, des choses comme ça, l'écologie. Enfin, c'est des valeurs qui me tiennent à cœur. Je sais pas comment dire, mais cette curiosité d'apprendre un métier, en fait. Un nouveau marché, un nouveau secteur, je rentre dans le truc et en fait, je veux tout savoir. Je vais lire, je vais regarder sur Internet et je veux tout savoir sur le marché, je veux tout savoir sur le business, je veux tout savoir. Et j'adore ça me passionne. On est en train de faire un podcast, alors je suis analyste financier à la base, donc tu prêches un convaincu. Ça a duré combien de temps une fois que vous avez ouvert ? Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 1 an. Ok. Ça aurait pu durer plus longtemps. Si ça avait été, on va dire, mon activité principale, j'aurais peut-être poussé un peu, on aurait discuté avec les banques, les différents partenaires, etc. Là, avec mon associé, on a préféré arrêter parce que ça nous prenait du temps, sur notre temps de famille, sur notre temps de travail, etc. Et que ça allait pas dans le sens qu'on voulait en fait. Donc on a dit, au mieux arrêter maintenant que attendre 6 mois, 1 an, enfin... Là, je voyais pas pareil, je voyais pas l'avenir sur cette société-là. Et ça nous prenait surtout beaucoup trop de temps. L'idée, c'est je veux bien entreprendre, je veux bien investir, etc. Mais d'un point de vue opérationnel, si c'est pour me retrouver à faire la simulation de tir ou être derrière le bar pour servir des verres, enfin voilà, c'est plus... d'un point de vue opérationnel, je peux plus investir comme ça, c'est pas possible. Et t'as eu une certaine frustration. T'es passé par quel état finalement quand tu t'es dit, parce que c'est venu d'un coup en disant faut arrêter parce qu'on va commencer à vraiment bouffer des ronds, ou c'est venu naturellement et tu t'es dit ouais non en fait par quel état t'es passé? D'un point de vue financier évidemment, il faut pas que ça nous coûte des sous. D'un point de vue temps, ça j'en ai parlé, il faut pas que ça nous prenne trop de temps. Les partenariats qu'on avait essayé de consolider en fait ne venaient pas ou prenaient du temps à venir. On savait pas si donc ça prenait du temps, on savait pas si ça allait venir un jour. Et les états, au début il y a une petite déception parce que c'est comme un bébé. Tu travailles pendant 2 ans, tu te dis c'est pas possible, j'ai pas travaillé pendant 2 ans pour en arriver là. Et puis au bout d'un moment, ça fait partie de mon travail. Et du coup on ferme, on essaie de fermer proprement parce qu'il y avait quand même 2 employés, des fournisseurs, donc on essaie de fermer proprement. Mais je me rappelle quand on s'est retrouvé au tribunal de commerce parce qu'on a fait une liquidation, et avec mon associé qui me dit c'est quand même terrible comme situation, on est en liquidation, on est au tribunal de commerce. Et je me dis oui, c'est pas rigolo, mais faut prendre du recul si t'es entrepreneur. Honnêtement, je pense pas que c'était la première fois, mais je pense pas que ce soit la dernière où je me retrouverai peut-être au tribunal de commerce à faire liquider une boîte. Si toutes les boîtes qu'on monte fonctionnent, tout le monde le ferait, ce serait facile, super, on serait tous entrepreneurs ou chefs d'entreprise. Non, c'est difficile. Parfois, on a des super idées, on pense que ça va fonctionner, ça foire. Parfois, on n'est pas sûr.
ça fonctionne et puis en fait ça fonctionne. Voilà, c'est la vie d'entrepreneur. Donc je me souhaite pas revenir à la barre du tribunal de commerce, mais je suis entrepreneur, je sais que je vais monter des business, je vais monter des magasins, il y en a peut-être qui vont fermer un jour, j'en sais rien. C'est comme ça, c'est le jeu. Voilà, si on a peur de ça, faut pas se lancer, faut pas y aller. Est-ce que ça a changé ton aversion au risque ? Est-ce que tu réfléchis différemment suite à cette première liquidation ou c'est une étape normale du parcours et on continue à avancer ? Ouais, c'est ça, c'est devenu une étape normale. C'est pas la plus drôle, mais qui est normale. L'idée, c'est... Enfin, moi, maintenant, je me pose la question, et c'est pour beaucoup de choses pareilles, dans la vie perso et la vie pro. C'est l'âge qui me fait dire ça, mais déjà, est-ce que je peux agir ? Il y a des fois, parfois, voilà, je veux vendre des pantoufles qui fait 35 degrés. Je suis triste et je me dis, comment je vais faire pour mon chiffre d'affaires ? Il fait 35 degrés, je vais pas vendre de pantoufles. Là, je peux agir. Non, sur la météo, je peux pas agir. Donc j'agis là où je peux agir et j'essaye de faire de mon mieux là où je peux agir. Mais si je peux pas agir, ça sert à rien de stresser ou d'avoir peur ou de se faire du mal. Et justement, de manière générale, est-ce que ta situation te stresse ? Est-ce que tu as eu un moment particulier de pic de stress, si ce n'est la première acquisition, mais aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu es stressé et comment tu fais pour éviter de l'être ? Sur l'acquisition, c'était un stress, mais un stress différent. Au début de mon expérience et jusqu'à encore pas longtemps, j'avais des stress par contre qui étaient pas bons, qui me faisaient du mal, qui me rendaient malade. Au niveau de la santé, ça jouait beaucoup. C'était des expériences nouvelles, des expériences fortes, parce que plus on fait des gros projets, plus on a des gros problèmes. Et c'est vrai que quand les gros problèmes arrivent, ça touche le chef d'entreprise, mais ça touche aussi la famille, ça touche l'entourage. Et arriver à gérer ces gros problèmes, au bout d'un moment, ça stresse vraiment, mais ça peut rendre malade. Moi, je sais que pendant un moment, c'était compliqué. Je sais pas, on appelle ça de l'agoraphobie ou des choses comme ça, mais je pouvais plus. J'avais du mal à sortir de chez moi, j'avais du mal à être entouré de gens, j'aimais pas les situations inconfortables. C'est devenu très, 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 très compliqué. Et c'était inhérent à quoi ? C'était quelle période ? C'était le premier achat ou... C'était au début, quand il y a eu les premières liquidations. Oui, de ton fournisseur. J'ai perdu mon fournisseur. Là, c'était un peu dur. Et puis, quand tout va bien, tout va bien. Mais quand tout va mal, l'être humain a un peu tendance à se tirer dessus un petit peu dans tous les sens. Et c'est vrai que on découvre des choses, des facettes. Voilà, c'est les gens. Il y a de la peur, il y a du stress, etc. Et il faut arriver à gérer tout ça. Et c'est compliqué. Mais après, c'est pareil. Au début, je me disais, c'est des situations qui peuvent être dures, mais en fait, au bout d'un moment, c'est gère-les, fais de ton mieux, et en fait, ça devient mon métier. Gérer les gros problèmes, gérer les litiges avec les fournisseurs, gérer les problèmes. Il y a des gros problèmes. Voilà, en tant que chef d'entreprise, c'est normal. On se prend quelques claques, et puis voilà, ça fait partie du boulot. Faut le prendre avec le sourire. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui ? Et quelle est ta définition d'entrepreneur ? Je reprends la perche que tu m'as tendue il y a une demi-heure, mais quelqu'un qui dit « je veux devenir entrepreneur », c'est quoi ton conseil pour lui ? Je lui dirais de foncer, d'y aller, mais de bien réfléchir déjà sur le projet qu'il a envie de faire. Faut que ce soit un projet qui fasse plaisir. Voilà, on va pas sur un projet, ça j'ai vraiment appris, on va pas sur un projet juste parce qu'on se dit tiens, il y a peut-être de la thune à faire, quoi. Ça fonctionne pas. Et surtout de se poser la question, est-ce que je suis fait pour ça ? Je sais pas si on devient entrepreneur, chacun a sa place, chacun a son rôle, et voilà, se poser la question, est-ce que voilà, parfois je me paye pas, parfois je me paye, parfois je me prends des claques, parfois j'ai du succès, parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Faut se poser les questions, et est-ce que je suis capable de réagir correctement à ça ? Voilà, il y a des gens qui préfèrent avoir un bon salaire dans une belle boîte et puis avoir un travail confortable, et c'est très bien. Mais cette personne-là qui veut devenir entrepreneur, il faut qu'elle se pose les bonnes questions, parce que ce confort-là, elle l'aura plus. Imaginons, il n'y a plus de magasins en France, tu n'as plus le droit de vendre de chaussures. Il y a une nouvelle loi gouvernementale, interdiction d'ouvrir des magasins. Tu perds tes magasins. Tu te verrais redevenir salarié un jour ?
je me verrais pas. Si je suis obligé, je le deviendrai, mais salarié, non, je pourrais pas. Pourquoi ? Je crois déjà j'ai un problème avec la hiérarchie. Mais voilà, j'ai des idées, j'ai toujours plein d'idées. Et quand je donne mon avis et mon idée, si mon chef décide que c'est pas une bonne idée, qu'il faut pas le faire, ça, j'ai une frustration incroyable. Et après, j'ai une liberté aussi. Ça veut dire que je peux travailler sur des projets, mais si j'ai envie de prendre aussi du temps pour ma famille, je peux. Et quand je veux. Pas juste le samedi ou le dimanche. Si j'ai envie de travailler le samedi, je travaille le samedi. Mais si j'ai envie de pas travailler le mardi et le mercredi, je travaille pas le mardi et le mercredi. Il y a cette liberté aussi qui est importante, parce que j'ai construit aussi l'entrepreneuriat autour de ça. Voilà. Est-ce que tu encourageras tes enfants à devenir entrepreneurs ? Ouais, ils font ce qu'ils veulent. Non, ils ont déjà des caractères différents. Donc voilà, peut-être que l'un des deux voudra. Ils feront ce qu'ils veulent. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu te mets déjà dans un petit coin de ta tête, j'aimerais bien léguer mon groupe à un de mes enfants ou à mes enfants. Est-ce que tu l'as déjà dans ta tête ou pas encore ? Si, moi j'aimerais bien. J'aimerais bien le faire, mais après il y a plein de détails de la vie qui peuvent... voilà, ça se trouve dans 5 ans, comme tu dis, il n'y aura plus de magasin physique. Ça se trouve j'en aurais vendu, et j'en aurais créé d'autres. Je sais pas, en fait la vie est faite de plein de choses, donc ça se trouve au moment où ils pourront reprendre... le groupe aura grossi, ou n'existera plus, ou aura évolué, ou on vendra peut-être plus de chaussures. Je sais pas, mais idéalement, oui, bien évidemment, je crée quelque chose que j'aimerais bien transmettre à mes enfants. Il y a une question qu'on n'a pas posée, je rétropédale un petit peu, mais aujourd'hui, tous tes magasins ont gardé leur nom d'origine. C'est une volonté de ta part, j'imagine, parce que sinon tu aurais fait autre chose, mais c'est quoi le move derrière ça ? Alors, c'est des magasins qui ont déjà des bonnes réputations. Je pense que de communiquer auprès des consommateurs et autres, de dire que tel magasin a été racheté par Antoine Garneau, ça n'a pas d'intérêt. Moi je travaille pas pour la gloire, je suis commerçant, moi l'idée c'est de faire tourner une entreprise et la faire fructifier, la développer. Il n'y a aucun intérêt. Donc pour moi c'est voilà, je rachète un magasin, je change pas le nom et je communique pas sur le fait que je l'ai racheté. C'est ma stratégie. Je pense que si je le faisais, j'aurais plus de retours négatifs que positifs. Plus, ah oui, c'était mieux avant, avec l'ancien propriétaire, etc. Alors, le consommateur voit pas trop la différence, il voit des points d'amélioration, mais souvent c'est pour améliorer la vente, donc c'est pour donner du confort à mes vendeurs, donc ça même le client ne le voit pas. Voilà, pour le client, faut pas qu'il ait l'impression que c'était racheté, il n'y a pas d'utilité. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs autour de toi que tu admires particulièrement ? Et si oui, pourquoi ? Et pas obligé de les citer, mais... Il y en a pas mal, hein. J'adore l'entrepreneuriat, je lis beaucoup dessus, je me tiens informé beaucoup. Autour de moi, il y en a 2 à qui j'ai la chance de souvent communiquer. Il y a Tony Bonifaci, qui a une société de bâtiments. Alors, c'est pas forcément ça, je suppose que ça lui ferait plaisir. Sa société principale qui m'intéresse, mais c'est un entrepreneur. TP Terrassement, pour préciser. D'accord. Moi, tu vois, pour le coup, ça montre à quel point je suis pas forcément super intéressé par sa boîte principale, mais c'est un entrepreneur. Il a monté une société sur l'hydrogène, il a monté une société sur le train, qui s'appelle Le Train, pour concurrencer la SNCF. Il a levé des dizaines de millions d'euros, il est en train d'essayer de lever des centaines de millions d'euros. Et ça me fascine, je trouve ça incroyable. Il est arrivé là, il est dans l'espace, quoi. Et je trouve ça super intéressant ce qu'il a fait, sachant que je connais pas l'historique, mais je crois que sa boîte avait certaines difficultés au début, et maintenant on se retrouve avec des petites pépites qui peuvent vraiment devenir des licornes pour le coup. Alors il me semble qu'il a fait un dépôt de bilan et un plan de continuation. Je ne veux pas dire de bêtises, j'espère pas. Et en effet, moi je souhaite l'inviter sur ce podcast parce que justement c'est typiquement le genre de parcours que j'ai envie de mettre en lumière, où tu as ta boîte de TP Terrassement qui a des difficultés financières et tu arrives à faire un bras de fer avec la SNCF quand même. C'est incroyable. En 10 ans. C'est extraordinaire.
Et c'est quelqu'un qui fait pas de bruit. Il fait son business, il fait son entrepreneuriat, mais il se met pas du tout en avant. Il est très discret, il fait son boulot. Et il le fait bien. Enfin, je trouve qu'il le fait bien. Et ça me fait penser aussi à un autre entrepreneur que je suis, qui me suit, enfin voilà, avec qui j'échange beaucoup. Marc Moura, qui est à la société Havel. C'est une belle société, je crois qu'il fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, je crois, par an. Il fait tout ce qui est produit d'entretien pour les chaussures, la marque Saphir, etc. Et c'est quelqu'un qui a une croissance à l'international incroyable. Il rachète une boîte en Espagne, il rachète une boîte en Australie, il crée quelque chose, je sais pas où, en Angleterre. Il est incroyable. Il est partout, il voyage partout. Et pareil, il est ultra discret. On le voit très peu, on l'entend très peu, il fait son boulot, il a une boîte magnifique. Mais c'est ça que j'aime bien. C'est les gens qui se mettent en avant. Alors si on a fait plein de choses, c'est très bien, mais moi je trouve ça l'humilité de la personne qui se met pas du tout en avant et qui a fait plein de choses derrière. Je trouve ça extraordinaire. Quel est ton objectif final pour toi ? C'est quoi le jour où tu te dis bon là ça y est, j'ai battu le boss de fin, j'ai fini le jeu vidéo là ? Au grand désarroi de ma femme, je crois que ça arrivera pas. C'est vrai qu'on prépare la retraite, on met de l'argent de côté, on fait un peu d'immobilier, etc. en se disant, voilà, pour mes vieux jours, pour ma retraite. Mais alors, je baisserai peut-être le rythme, mais je pense que l'entrepreneuriat, investir dans les choses, dans des sociétés, découvrir les marchés, etc., je crois que je l'aurai toujours. Et enfin, dernière question, si tu pouvais parler au Antoine de 2016, qui a 2 enfants en bas âge, qui est dans les couches, qui dort pas, qui s'apprête à racheter une boîte, 3 magasins de pantoufles. Aujourd'hui, tu peux lui parler, tu lui dirais quoi ? Déjà, j'aurais pas lui parler parce que ça changerait peut-être quelque chose. Et je suis assez content de mon parcours. Non, je lui dirais peut-être d'essayer d'avoir un peu plus confiance et d'essayer de trouver du plaisir. C'est ce que j'ai réussi à faire. C'est qu'au début, tout est tendu quand même. Là, maintenant, je travaille et j'éprouve du plaisir à travailler. Donc je lui dirais d'avoir confiance, de ne pas se rendre malade et que petit à petit, on a de plus en plus de plaisir. Super. Merci beaucoup Antoine. Merci à toi Thomas. C'était très sympa. Et puis à très bientôt. À bientôt. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Encore une fois, merci aux partenaires de cette émission, l'agence 16h33 pour la mise en place technique de ce podcast et Conseil Finance et Transmission pour son soutien. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à laisser une note et surtout à partager ce podcast autour de vous. Votre soutien nous aide énormément à continuer d'explorer ces histoires fascinantes d'entrepreneurs. Si vous avez des questions, des suggestions ou des thèmes que vous souhaitez aborder pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou par email. J'adore l'idée que ce podcast puisse être collaboratif dans sa ligne éditoriale.